Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant que vous avez lu les premières répliques de la pièce de théâtre Les Justes, j'avais 2 ou 3 choses à vous dire et c'est pour cela que l'on se retrouve dans cette vidéo. La démarche que nous allons suivre sera la suivante. Nous allons reprendre chaque étape du texte, moment par moment, et essayer d'en comprendre les grands enjeux et d'en tirer le sens qui nous permettra de fonder des hypothèses de lecture pour la suite de la pièce. Le premier élément du texte que l'on rencontre est une didascalie. Je vous rappelle qu'une didascalie n'est pas lue par l'un des acteurs sur la scène, elle sert au metteur en scène à savoir comment mettre en scène, et d'autre part, elle sert au lecteur à savoir comment se représenter, à savoir comment s'imaginer la scène. L'information qui nous est donnée est l'appartement des terroristes le matin. On voit donc que ce sont 2 phrases nominales, ce qui est dans le style normal d'une didascalie, et qu'il nous est donné une information spatiale, l'appartement des terroristes, qui nous donne tout de suite l'idée que la pièce va se dérouler dans un espace confiné, dans un espace réduit et fermé, et le matin laisse augurer le début d'une action, puisque c'est le début de la journée. Cette première didascalie est suivie immédiatement par une deuxième didascalie, plus longue, et qui concerne directement ce que voient les spectateurs au lever du rideau. Ce que voient les spectateurs en effet, puisqu'ils n'entendent rien, le rideau se lève dans le silence, et les spectateurs se trouvent alors en face de quelque chose qui ressemble à un tableau, davantage qu'à une scène animée, puisque les 2 personnages sont sur la scène immobiles. Après ce premier moment, qui dégage une certaine solennité, une certaine gravité probablement, on entend le timbre de l'entrée, avec ensuite une pause, et ensuite une deuxième fois, mais cette fois avec 2 coups de sonnette, coup sur coup. On est donc tout de suite placé dans une atmosphère particulière, une atmosphère dans laquelle, pour avoir le droit d'entrer dans cette pièce, il faut connaître le code. Cette didascalie est donc parfaitement en accord avec la didascalie précédente. C'est tout à fait normal que dans un appartement de terroristes dans lequel on fomente quelque chose, il faille un code pour entrer dans l'appartement. Du même coup, le code a été donné au spectateur qui, lui-même, va pouvoir également entrer dans l'appartement et par conséquent dans l'intrigue de cette pièce de théâtre. C'est bien d'un signe de reconnaissance que l'on parle, puisqu'Annenkov reconnaît immédiatement le personnage par la première parole de la pièce, c'est lui. Là encore, c'est intéressant, parce qu'on a une utilisation du pronom lui, et ce pronom lui, normalement, est utilisé quand on connaît déjà les personnages. Or, c'est la première réplique de la pièce, on fait donc allusion à un personnage qui, apparemment, a vécu quelque chose avant en relation avec Annenkov, mais qu'on ne connaît pas. C'est donc une manière de placer directement le spectateur dans le cadre d'une action et de l'inviter à essayer d'imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est déroulé dans un avant de la pièce auquel nous n'avons pas accès. Dès la première réplique, l'attention du spectateur est mise en alerte pour essayer de découvrir de qui l'on parle, ce qui s'est passé avant entre lui et le personnage sur scène. Troisième didascalie de la pièce, qui fait écho à la deuxième didascalie avec la reprise de l'adjectif immobile, appliqué cette fois à Dora seule, puisqu'Annenkov est parti, et qui nous donne une information intéressante sur ce qui est vu sur la scène, c'est-à-dire que le personnage d'Annenkov revient avec Stepan qu'il tient par les épaules. Le fait de tenir le personnage par les épaules est un signe de rapprochement physique qui dénote probablement l'amitié. Annenkov prononce une deuxième phrase, c'est lui, voilà Stepan. On a donc une anaphore du c'est lui, et puis on a la présentation du personnage. Le personnage est présenté par son nom. On peut penser que Dora connaît déjà ce personnage et qu'il est inutile de le lui présenter. Pour autant, le fait de lui dire son nom est une manière de dramatiser l'action, et c'est surtout une manière de s'adresser au spectateur en lui présentant l'un des personnages très importants de la pièce. C'est le premier personnage dont on apprend le nom en tant que spectateur.
Nouvelle didascalie qui indique une relation physique entre les personnages qui sont sur la scène, puisque Dora prend la main, signe d'affection, de Stepan. Et d'ailleurs, ce geste va avec la réplique qu'elle prononce à son attention. On apprend ensuite le nom de Dora, puisque en tant que lecteur on avait son nom sur la feuille, mais en tant que spectateur on ne savait pas comment le personnage féminin sur la scène s'appelait. On a donc ce bonjour Dora qui permet d'informer le spectateur du nom du personnage. Le lien entre cette réplique et la suivante est peut-être celui de la rime en A, et en tout cas, avec ce 3 ans déjà, on apprend que le personnage de Dora et celui de Stepan ne s'étaient pas vus depuis 3 ans. L'explication en est donnée immédiatement après. On voit encore l'art du rebond d'une réplique à l'autre avec la reprise en début de réplique du syntagme 3 ans. Et ce syntagme est développé par une phrase « Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre ». On commence donc à en savoir un peu plus sur le passé de Stepan, qui devait être dans le groupe de terroristes depuis déjà de nombreuses années et qui a été arrêté probablement au cours d'une de ses actions. Dans ce passage, on voit bien se dessiner les 3 personnalités des 3 personnages présents sur la scène à ce moment de la pièce. Dora entre dans le détail des émotions et développe par 3 phrases, une réplique assez longue par rapport à toutes les répliques depuis le début de la pièce, les émotions qu'elle a pu ressentir avec un vocabulaire des émotions, le cœur, oser, etc. Annenkov est pragmatique, il donne un détail qui permet à la fois d'informer le spectateur et en même temps d'expliquer à Stepan pourquoi il n'est pas dans l'appartement qu'il avait quitté 3 ans auparavant. Enfin, on voit que Stepan est un personnage qui parle peu, qui n'exprime pas ses émotions, il ne répond pas à Dora sur le terrain des émotions, et il répond un laconique « je sais » à la réplique d'Annenkov, qui pourtant avait probablement comme fonction d'essayer d'entrer plus avant en communication avec ce nouvel arrivé. Ce passage confirme et amplifie les personnalités que l'on avait vues dans les 3 répliques précédentes. Dora questionne Stepan sur ce qu'il a pu endurer notamment au bagne, ce à quoi Stepan répond extrêmement laconiquement. Annenkov continue à essayer d'alimenter la conversation, mais il est confronté à l'inflexibilité du personnage de Stepan, en cassant par 2 fois l'enthousiasme dont Annenkov fait preuve en évoquant son contentement, puis la liberté qui règne en Suisse. À chaque fois, Stepan répond par une phrase qui comporte un présent de vérité générale et il assène des vérités qui n'admettent pas de réplique. D'ailleurs, le passage se termine par un silence. Dans l'intervalle, on a appris comment Annenkov est appelé par ses camarades. Il s'est fait appeler Boria. Et on se rend compte que la conversation a glissé sur le terrain des idées qui motivent les actes terroristes des personnages qui sont sur scène. Après les idées, l'évocation de la liberté et de l'asservissement, place à l'action, ou en tout cas à l'évocation de l'action, et c'est Stepan qui met dans la conversation la question de ce personnage à tuer dans un futur proche. On apprend donc différentes choses à ce propos. On apprend que il y a un personnage à tuer qui va probablement faire l'objet de la pièce de théâtre, et puis on apprend que ce personnage est considéré par les personnages actuellement présents sur la scène comme un bourreau, ou en tout cas comme quelqu'un qui doit être éliminé pour rendre leur liberté aux personnes. On apprend que Boria, donc Annenkov, est le chef de ce groupe, et on apprend également quel type de relation ce chef essaye de tisser entre les personnages, avec la dernière phrase « Nous sommes tous frères ». Frères dans l'action, frères dans l'idéologie, frères dans la solidarité face au danger. La dernière réplique de Stepan finit d'inscrire le personnage dans son identité scénique, d'abord en utilisant à nouveau le présent de vérité générale, il faut une discipline, le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. D'autre part, en montrant à quel point il est sûr de lui, il répète 3 fois le terme discipline,
Et en utilisant également ce futur de l'indicatif, à la fin, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Cette dernière phrase indique la détermination du personnage et résonne comme une prophétie. Cette dernière réplique nous apprend également d'autres éléments. La mention du Parti socialiste révolutionnaire nous inscrit dans un espace historique particulier, 1905, la Russie, la Révolution russe, et nous apprenons, sinon l'identité exacte du personnage à tuer, mais du moins son titre, le Grand-Duc. Il s'agit donc d'un personnage de pouvoir dans la Russie de 1905. En réalité, le spectateur cultivé saura qu'il s'agit du grand-duc Serge, l'oncle du tsar Nicolas II, qui était gouverneur de la ville de Moscou. Alors, que retenir de ces quelques éléments d'explication ? Il s'agit d'une scène qui pourrait être assimilable à une scène d'exposition. En réalité, dans les Justes, les actes ne sont pas divisés en scènes. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de scène d'exposition, mais plutôt d'une première partie d'un acte d'exposition. Le premier acte des 5 actes de la pièce Les Justes. Cette première partie nous a présenté un cadre spatial, un appartement dans Moscou, et un cadre temporel, 1905, au matin d'une action à venir. Il s'agit donc d'une pièce historique qui semble s'inscrire dans la lignée des grandes tragédies historiques du XVIIe siècle. On peut penser par exemple à Britannicus, Mithridate, etc. On a compris que nous, spectateurs, lecteurs, allons pouvoir suivre l'évolution d'un groupe de révolutionnaires vu de l'intérieur, puisque nous avons eu le bénéfice du code permettant l'accès à cet appartement névralgique, cet appartement qui est le lieu des discussions, des échanges philosophiques et des préparatifs, des actions à venir. À l'issue de cet extrait, le spectateur bénéficie donc de pierres d'attente, de questions auxquelles il espère que la pièce va pouvoir répondre. Les 3 premiers personnages sont bien campés et une atmosphère d'anxiété a été créée pour permettre le déroulement de la suite de la pièce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour décrypter les premiers moments de la pièce de théâtre d'Albert Camus, Les Justes. Mon objectif n'était pas de livrer une explication exhaustive et problématisée de cette ouverture de pièce de théâtre, mais plutôt de donner les éléments pour que vous puissiez lire et aborder la suite de cette pièce sans être perdu. Vous disposez à présent des éléments clés et vous pouvez aborder la lecture de la suite de la pièce en toute sérénité. Je vous invite dès à présent à relire l'extrait en ayant en tête ce que vous venez d'apprendre et à poursuivre la lecture de la suite de la pièce. À bientôt.